à l'adolescence. Sans doute que la beauté qui me séduit est celle des adolescentes. Ces propos de Balthus, dans un entretien donné à l'Œil, la revue L'Œil, nous paraissent aujourd'hui très inconvenants. Et pourtant, ils ne datent que de décembre 1999. Le vieux peintre, qui a alors 91 ans, avait déjà conscience du caractère sulfureux de ses propos, et il les assumait pleinement en ajoutant « Je ne supporte pas les mentalités étroites qui voient de l'obscénité là-dedans, ni les règles morales cyniques qui estiment que ce n'est pas bien d'aimer une jeune fille. » De 61 à 77, Balthus est directeur de la Villa Médicis, où Malraux l'a nommé. Puis il achète un des plus beaux chalets de Suisse, la Rossinière, où il vit avec sa femme japonaise Setsuko et sa fille jusqu'en 2001, où Balthus s'excuse de la vie le 18 février. Après ce court préambule, il est temps de se diriger vers le deuxième grand tableau de rue de Balthus. Je veux parler du passage du commerce Saint-André. Je signale à tous ceux qui voudraient le contempler que ce tableau appartient à un collectionneur privé et qu'il n'est donc visible que lors des grandes rétrospectives de l'œuvre de Balthus. Ce passage du commerce Saint-André, ouvert en 1735, formait à l'origine un angle qui reliait la rue de l'Ancienne Comédie à la rue Saint-André-des-Arts. Construit à l'emplacement du fossé de l'enceinte de Philippe-Auguste, comblé en 1582 entre les portes de Nesle et Saint-Germain, il sera prolongé vers la rue de la Boucherie vers 1776, aujourd'hui absorbé par le boulevard Saint-Germain. Percé à partir de 1866, ce dernier amputera le passage de la moitié de sa surface. La cour du commerce doit son nom à la présence de nombreuses boutiques qui entouraient alors deux jeux de boules. Marat imprimera son journal L'Ami du peuple au numéro 8. Un charpentier allemand du nom de Schmidt occupera un atelier au numéro 9. Charpentier allemand du nom de Schmidt. Cette cour pittoresque impressionne donc l'œil de Balthus au point qu'il veuille la restituer. Examinons lentement, si vous le voulez bien, ce tableau, depuis la gauche jusqu'à la droite. À gauche, deux enfants jouent de part et d'autre d'une fenêtre du rez-de-chaussée. La fenêtre coulisse verticalement et constitue la seule tache de couleur, seule tache rouge du tableau, donc particulièrement visible. Il s'agit d'un modèle de fenêtre appelé fenêtre à guillotine, et ce n'est pas un hasard si Balthus la place là, car nous sommes précisément au numéro 9 du passage du commerce Saint-André. Le député Joseph Ignace Guillotin, je reviens un tout petit peu en arrière, Joseph Ignace Guillotin, député de Paris aux États généraux, avait déposé un projet de loi pour unifier les différentes méthodes d'exécution de la peine de mort. Potence, hache, bûcher, roue, écartèlement. Il propose la décapitation en disant à la tribune « Le couperet siffle, la tête tombe, le sang jaillit, l'homme n'est plus. Avec ma machine, je ferai sauter vos têtes en un clin d'œil et vous ne sentirez qu'une très légère fraîcheur sur le cou. » Les députés avaient beaucoup ri. On avait trouvé qu'il tranchait un peu trop dans le vif. Son rapport avait été classé. Les temps ayant changé, le projet de loi du docteur Guillotin est voté le 25 mars 1792. Un appel d'offres est lancé pour la construction d'une guillotine. Les devis vont de 305 à 824 livres, et c'est donc celui de 305 livres qui sera retenu, le devis du charpentier Schmidt, dont l'atelier est ici au 9 cours du commerce. C'est donc dans la cour du commerce Saint-André qu'est construite la première guillotine, et voilà la première référence à la guillotine dans ce tableau de Balthus. La guillotine, comme chacun sait, est inaugurée le 25 avril 1792 sur la place de Grève, devant l'hôtel de ville, pour l'exécution d'un bandit nommé Pelletier. Elle est plus tard transférée au Carrousel, face aux Tuileries, puis sur la place de la Révolution, c'est-à-dire la Concorde, où est encore une fois exécuté
Louis XVI, le 21 janvier 1793, il y a 217 ans et 7 mois, jour pour jour. Et voici, fort à propos, le discours de Robespierre sur le jugement de Louis XVI, prononcé à la tribune de la Convention le 3 décembre 1792. Quant à Louis, je demande que la Convention nationale le déclare dès ce moment traître à la nation française, criminel envers l'humanité. Je demande qu'à ce titre, il donne un grand exemple au monde, dans le lieu même où sont morts, le 10 août, les généreux martyrs de la liberté, et que cet événement mémorable soit consacré par un monument destiné à nourrir dans le cœur des peuples le sentiment de leurs droits et l'horreur des tyrans, et dans l'âme des tyrans, la terreur salutaire de la justice du peuple. Enfin, c'est un extrait. On doit donc à Robespierre la formule du crime contre l'humanité. Restons un peu, si vous le voulez bien, avec Louis XVI en ce petit matin glacé du 21 janvier 1793 et qui fait écho au 14 juillet 1789. Ce nom 1789 n'est pas la somme de 2 cubes, contrairement à 1729, qui est 10 au cube plus 9 au cube, ou encore 12 au cube plus 1 au cube, comme chacun le sait. Rappelons que, bien qu'elle ait été découverte en 1657 par Bernard Frénicle de Bessy, la propriété de 1729 ainsi que son nom sont liés à une anecdote relatée par le mathématicien britannique Hardy, après une visite à son collègue indien hospitalisé, Srinivasa Ramanujan, en 1917. Et là, je cite Hardy. « Je me souviens d'une fois où j'arrivais à son chevet à Putney. J'avais été conduit par le taxi numéro 1729. La morosité qui semblait émaner de ce nom avait attiré mon attention. J'espérais qu'il ne constituait pas un mauvais présage. Non, me répondit-il. Il s'agit de Ramanujan. Non, me répondit-il, c'est un nombre fort intéressant. C'est le plus petit que l'on puisse exprimer comme somme de 2 cubes d'entiers positifs de 2 manières différentes. Mais, bon, je crois qu'on s'égare un petit peu. Revenons à Louis XVI. Au matin du 21 janvier 1793, il y a exactement 217 ans, comme je le disais un peu plus haut. Louis XVI était enfermé avec sa famille à la prison du Temple, ancien château des Templiers, qui se trouvait à l'emplacement actuel de l'actuel. Ah, ça voilà. Ça, c'est le genre de choses, vous voyez. Ah, c'est terrible. De l'actuel. Bon, enfin, sans doute qu'il a un autre nom actuellement. On peut l'imaginer. Absolument pas. Bon, l'actuel square du Temple, en face de la mairie du 3e arrondissement, et une voiture vient chercher Louis XVI à 9 h. C'est là qu'intervient un nouveau personnage, le baron de Bas. Enfin, B-A-T-Z, merci de prononcer Bas. Le voici, le baron de Bas. Le baron de Bas, 1754-1822, il suffit de lire, de petite noblesse, mène avant la Révolution une double carrière de financier et de courtisan à Versailles. Il se fait élire député de la noblesse du pays d'Albret, en Gascogne, aux États généraux, et s'enrichit sous la Constituante en participant au comité de liquidation des dettes de l'ancien et du nouveau régime. Il devient conseiller occulte de Louis XVI. Une plaque atteste cette hypothétique intervention du baron. Elle est sise au 52 de la rue de Beauregard, à l'angle de la fameuse rue des Degrés, souvent célébrée par Jacques Jouet. Je suis allé photographier la plaque. Voilà déjà la plaque de rue. Oui, l'immeuble était en ravalement. C'était un dimanche. Alors j'ai dû monter dans les échafaudages, fouiller parmi les gravats. Et là, j'ai trouvé la plaque. Je connaissais l'existence de cette plaque, mais je n'avais pas encore pensé à la photographie. Et donc là, dans les gravats, les combles de l'étage, j'ai trouvé la plaque que j'ai même hésité à rapporter avec moi. Ben, finalement, je ne l'ai pas rapportée, je l'ai laissée, mais je l'ai quand même... Ah, je l'ai quand même photo... Voilà, je l'ai quand même fait des photos.